couleur de peau, de rendre tout ça positif. Depuis que j'ai 16 ans, je suis engagée sur un public, ma voix, ma façon de parler. Incertitude qui pèse sur l'avenir de notre propre. Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon, sur la page web francinfo.fr. Ravi de vous retrouver. Merci pour tous les commentaires, merci pour tous les encouragements et pour tous les abonnements. Je vous en prie, continuez, c'est nécessaire de vous abonner pour recevoir directement dans votre boîte mail mes modestes vidéos. D'accord ? Je compte sur vous. Bien. Alors, très peu de médias, pratiquement pas du tout, je crois hormis CNews, n'ont parlé d'une attaque. Samedi après-midi, en plein Paris, une procession catholique. Oui, ce samedi, donc 29 mai, à Paris, une procession de pèlerins catholiques était organisée pour commémorer le martyre des prêtres assassinés lors de la Commune de Paris. Vous savez qu'on célèbre les 150 ans de cette commune, donc évidemment, il y a eu des atrocités de part et d'autre, et quand, si vous voulez, les communards, on va dire les rouges, mais c'est pas péjoratif, c'est simplement, voilà, c'est bien pour déterminer quel groupe de personnes, évidemment, étaient anti-église, ce qu'on appelle anticléricaux. Donc, ils avaient pris des otages, des bourgeois et des prêtres. Et ils les ont fusillés, je crois qu'ils ont fusillé 49 personnes. Donc, en plus des autres, bien sûr. Et donc, il y avait une procession organisée par plusieurs arrondissements d'églises, et donc ils ont fait une procession avec des mères de famille avec des poussettes, des petits scouts, des petits louveteaux, des enfants de chœur, une dizaine de prêtres, vous voyez, bon, le truc pour marquer avec un petit étendard catholique et tout. Eh ben, ils se sont fait agresser. Vous allez avoir l'image d'un monsieur qui s'est retrouvé aux urgences, qui s'est pris des pierres, des pavés, des bouteilles, etc. Voilà. Donc, bientôt, si vous ne faites rien, en cachette, vous devrez aller à l'église en cachette. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Au point où on en est ? Des milliers et des milliers de musulmans font des prières dans la rue, bloquent la circulation, personne ne dit rien. D'accord ? Et des Français catholiques, une fois dans l'année, font une procession, d'autres vont faire une procession pour la fête de Jeanne d'Arc, vous voyez, on ne peut pas dire, c'est pas comme certains musulmans qui vous bloquent la rue tous les vendredis. Eh ben non, il y avait peut-être 200, 300 personnes, ils se sont fait agresser et, force de l'ordre, il y avait un policier pour défendre toutes ces personnes. Voilà. Donc, ça devient de plus en plus dangereux. On en reparle dans 10 ans, mais je prends les paris, si rien n'est fait, vous verrez. Mais bon, moi je le dis, après, tout seul, je peux rien faire. Si encore on me donnerait un pouvoir ou une possibilité d'être élu et de pouvoir dénoncer les choses, mais malheureusement, certains ne bronchent pas et ne veulent pas lâcher leur titre, si on peut dire, et leurs revenus financiers qu'ils tirent de leur poste de conseillers régionaux, conseillers communautaires, etc., etc. Bien. Facebook devient conspirationniste. C'est-à-dire que il y a avant et après. Avant, on vous expliquait, ça s'appelait on vous disait que il fallait faire très attention à la théorie du complot. Alors on vous disait, non seulement la thèse selon laquelle l'agent infectieux du Covid-19 aurait été fabriqué en laboratoire n'est étayée par aucune preuve, mais elle est également peu plausible. C'est-à-dire, nous sommes des dizaines, des centaines, des milliers qui ont publié des tests, des messages sur la théorie, que le pangolin c'était bidon, la chauve-souris aussi, mais que peut-être il y avait des essais dans un laboratoire. Et puis, vous savez, on fait maintenant des essais sur des virus, sur des tas de choses, pour de la guerre bactériologique, etc., etc. Et puis, il peut y avoir un incident, ça s'est échappé. Un incident, voire même un accident, compte tenu du nombre de morts. Mais non, c'était faux, c'était conspirationniste. Et
Facebook va autoriser les posts sur cette théorie. Pourquoi? Cette décision risque de faire couler beaucoup d'encre sur la toile. Facebook ne supprimera plus la publication des théories affirmant que le coronavirus aurait été créé par l'être humain. Ce changement de règle intervient alors que l'hypothèse d'un accident de laboratoire en Chine revient dans le débat américain. Il commence un petit peu à se rendre compte de la chose, et puis il y a eu des articles dans des journaux, des vrais journaux sérieux, qui en parlent. Donc du coup, je crois depuis mercredi dernier, c'est autorisé sur Facebook, on peut l'évoquer. Miracle. Pour vous dire, donc certaines personnes se sont tapées comme moi des 1 mois de suspension Facebook pour rien. Voilà. C'est comme un jour on vous dira peut-être que il y a de graves problèmes sur certains vaccins, des embolies, des thromboses, des AVC. Ah mais il ne faut pas le dire, il ne faut pas l'écrire. Et puis peut-être que dans 1 mois ou dans 2 mois, on vous dira « Ah mais effectivement, il y a des problèmes ». Alors on a reconnu quand même des problèmes sur l'AstraZeneca. Mais en infime partie, oui. Il y a ça, et ils reconnaissent ça. Mais bon, je ne dis rien, parce que sinon on va me couper la vidéo. Bon. Je tiens à vous rappeler, et nous sommes le 31 mai, rappelez-vous le 29 mai 2005, qu'avez-vous fait? Il y a 16 ans, 54,68% des Français disaient non à l'Union européenne. Non à cette Europe mondialiste, progressiste, voilà, à l'union des anti-France, enfin, oui, c'est ça, ouais. Depuis, ils ont décidé de ne plus jamais nous demander notre avis. Ils se sont assis, ces fameuses élites, sur la possibilité d'un référendum constitutionnel. Voilà. Donc, le dimanche 29 mai 2005, au terme d'un débat démocratique d'une exceptionnelle vitalité, le peuple français rejette une écrasante majorité le traité constitutionnel européen, ce qu'on appelle le TCE, pourtant encensé par la quasi-totalité des médias et de la classe dirigeante. Le 2 juin suivant, le peuple hollandais rejette à son tour le traité. Voilà. Pourquoi? C'était un refus de la voie empruntée par ce traité communautaire européen qui visait à confisquer au peuple français sa souveraineté sur le territoire national. Il y a eu énormément de débats et ils se sont arrangés pour faire voter ça en plusieurs coups par nos députés qui se sont fait pratiquement acheter. Et voilà. C'est tout. Bon. Un petit truc, il me semble que personne n'en a parlé. Sympathique, juste pour vous montrer l'ambiance actuelle. Après, vous en faites ce que vous voulez. Un monsieur à Strasbourg lâche des insultes antisémites devant la synagogue. Voilà, c'est un homme en situation régulière. Alors, ces propos choquants ont provoqué l'intervention immédiate des policiers. Il était 9h15, ça devait être mercredi dernier, lorsqu'un homme qui se trouvait devant la grande synagogue de la paix s'est mis à proférer des insultes et des menaces de mort à caractère antisémite. Juifs, bande de bâtards, oui, bande de bâtards, on va tous vous crever, voilà. Donc une patrouille de CRS qui se trouve à proximité en sécurisation a interpellé cet individu qui était âgé de 35 ans. Ce ressortissant algérien est en situation irrégulière en France, avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ce qu'on appelle une OQTF en octobre 2018, voilà. Ce trentenaire était passé en garde à vue, une enquête a été ouverte, les investigations étaient confiées au groupe d'appui judiciaire du commissariat. Voilà. Évidemment, le conseil municipal de Strasbourg contacte tout acte antisémite et toute menace ou intimidation qui vise les membres de la communauté juive et demande que les conflits internationaux ne soient pas importés sur notre territoire et ne fassent pas des victimes supplémentaires. Donc, qui c'était ce monsieur pour dire enculé de juifs, bande de bâtards, on va tous se crever? Était-il un pauvre paysan arabe dépossédé de ces terres fertiles de la Métidja par les affreux colons juifs d'Algérie? Non, un damné de la terre, sans papier, mineur isolé de 35 ans, spolié par les horribles sionistes au nez et doigts crochus, suçant le sang des enfants musulmans d'Algérie, ou plutôt un simple d'esprit, comme on en rencontre souvent parmi les migrants mahométans, imbibé par Mein Kampf. Quand même le livre, après le Coran, le plus diffusé dans les pays qui sont à l'organisation islamiste mondiale. Voilà.
Puis ça faisait peut-être 2 ans, 3 ans qu'il était dans le froid alsacien, entouré de Windstub, de bar à vin et de flamencouche au port. Donc ça l'a rendu fou, déséquilibré. Et voilà. C'est petit à petit, ça se met en place, vous voyez. Bien sûr, on fera la chasse aux juifs aussi, mais bien entendu, n'oubliez pas, tout peut recommencer. Préparez-vous à l'exode de 1962. Et ça ne sera pas que les pieds noirs d'Algérie, ça peut être les Français aussi. D'accord. Bon. Maintenant, ça a bien changé un peu mon ordre du jour, parce que il n'y a pas une semaine sans qu'un couteau déséquilibré n'attaque un Français en cherchant à atteindre l'ancien colonisateur par un mouvement circulaire de lame autour du cou d'un mécréant. Donc, vendredi, c'est Catel, elle, mère de 2 enfants, policière municipale de la Chapelle-sur-Erdre dans le 44, qui, comme sa collègue Stéphanie Rambouillet, n'a pas eu le temps d'exprimer son racisme systémique et son privilège de blanche, pour lequel d'ailleurs les néo-féministes intersectionnelles racisées lui auraient refusé la moindre compassion. Oui, les organisations féminines, pas de problème. Ah ouais, c'est un musulman qui a donné le coup de couteau. Donc, voilà. Alors ce monsieur, avec un couteau, a ensuite volé l'arme de service de la victime, arme devenue elle aussi déséquilibrée, qui s'est retournée en état de légitime défense face à 3 gendarmes qui ont riposté en tuant ce pauvre monsieur qui était donc victime certainement du colonialisme d'État. Heureusement, Gérald Darmanin s'est rendu sur place pour réconforter tout le monde. Voilà. Donc c'était vendredi 28 mai vers 10h15 dans les locaux de la police municipale. Voilà. Alors le suspect s'appelle Ndiagan Dieye. Voilà, il est mort. Voilà. Il était inscrit au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et connu pour une pratique assidue de l'islam radical. Oh non, alors vous m'étonnez. J'aurais pas pensé que ce monsieur était musulman. Musulman, couteau, un vendredi? Non, c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit religieux. 180 gendarmes, voilà, 60 gendarmes mobiles, 2 hélicoptères, 3 équipes de maîtres chiens. Oui. Alors, le suspect qui serait né en 1980 à Saint-Nazaire, Saint-Nazaire, c'est à Bretagne, non? Je sais plus. Un breton, qui vivait à la Chapelle-sur-Erdre, selon les informations, avait dérobé l'arme de service de la policière dans cette commune de 20 000 habitants, voilà. Connu de la justice depuis son adolescence pour de nombreux faits de droit commun, tels que des violences. Il me semble qu'il est passé 19 fois au tribunal, à peu de choses près. Il a été remis en liberté en mars 2021 après avoir purgé une peine pour des faits donc, de violence. Il s'est aussi, lors de sa détention, rendu coupable de plusieurs agressions contre des surveillants et des co-détenus. Déjà, le mec, vous voyez, il en a une couche. Donc, il était au fichier de prévention, voilà. Depuis 2016, il s'adonnait à une pratique de l'islam assidue et rigoriste, a-t-on appris de sources concordantes. Cependant, à cette heure, il est encore trop tôt pour dire si l'agression commise vendredi est de nature terroriste. Mais voyons, ça c'est le Figaro. Franchement, il se fout de la gueule de... Enfin bon, parce que vous n'avez pas encore compris. Enfin bon. Autre élément qui laisse entrevoir toute la complexité, du profil de cet individu, il avait été diagnostiqué schizophrène en 2016. Il se disait notamment possédé par le mal. Donc il était censé recevoir un suivi psychologique régulier. Depuis 5 ans, qu'en est-il? Et si vraiment il était si fou que ça, pourquoi il n'a pas été interné? Donc, c'est qu'en fin de compte, c'est sa religion qui l'a poussé à commettre ça, c'est pas sa folie. Alors, mais on n'entend pas les écolos, les socialistes, les insoumis de l'Euratlantique. Même Mélenchon, habituellement très prompt à sortir les mitrailleuses à tweet contre les policiers et les militaires factieux, ils prennent pas la défense des forces de l'ordre de cette pauvre femme qui a été poignardée. Mais ils souhaitent même pas un bon rétablissement à la policière gravement blessée, à ses collègues de la gendarmerie. Voilà, même pas. Par contre, Mélenchon a dit: comment un malade atteint de schizophrénie a-t-il pu abandonner sans accompagnement médical? Il y a 31 000 lits de psychiatrie en moins en 30 ans. Voilà le résultat. Ça, c'est pas faux. Mais bon, la première des choses, quand même, c'est de témoigner de sa compassion envers les forces de l'ordre blessées, et de ce mère de famille qui s'est pris un coup de couteau. Enfin bon, c'est... Voilà. Alors,
Je viens sur Macron en Afrique. Bon. Alors quand même, il faut signaler qu'au lendemain de l'attaque terroriste de la Chapelle-sur-Erdre, pas un mot sur le compte Twitter de Macron pour la policière, pour les gendarmes blessés par le musulman africain. Ndiaga Day. Oui, je veux dire, c'est pas puisqu'on a des papiers français qu'on se sent français. Hein. C'est surtout, c'est ça le problème actuel. C'est que beaucoup de gens sont bien contents d'être en France, d'avoir tous les avantages, et en même temps, ils ont une sainte horreur de la France et des Français. C'est compliqué, hein? C'est de la psychiatrie, ouais. Voilà. Alors, Emmanuel Macron, l'Afrique du Sud est le berceau de l'humilité, elle porte en elle un héritage et des leçons universelles, elle est la nation aux 4 prix Nobel, c'est aussi notre voisin, ah bon, je ne connais pas la géographie, hein, celui de nos territoires d'outre-mer, heureux de cette première visite, nous allons renforcer nos liens. Voilà, alors donc c'est message en anglais, promesse d'aide financière, louange et pamoison sur l'Afrique du Sud. Je rappelle que le berceau de l'humanité, avec la fameuse Lucie de M. Coppens, c'était plutôt en Éthiopie, hein, voilà. Et puis 4 prix Nobel, je veux bien, mais il ne faudrait pas oublier qu'il y a eu 6 autres prix Nobel de blancs en Afrique du Sud, donc ça fait un total de 10, mais lui il retient que les 4 prix Nobel qui sont attribués à des Noirs, voilà, dont Nelson Mandela, bien sûr. Voilà. On ne va pas parler des 65 prix Nobel français, ils ne sont pas assez foncés de peau pour qu'on en parle, voilà. Et il nous explique que c'est tous ensemble que nous relèverons le défi climatique et cela passe par une économie bas carbone. Aujourd'hui, nous nous associons pour créer la première émission d'obligations vertes en Afrique du Sud à hauteur de 200 millions d'euros. Attendez, expliquez-moi. Là. On n'a pas été capable d'avoir un plan de vaccination, même si je n'approuve pas le vaccin. On n'a pas été capable de faire ce plan. Et on va donner des conseils en Afrique, on va leur donner du pognon. On n'a même pas été capable d'avoir un vaccin français. Je crois rêver. Enfin, je suis très... c'est de la folie, quoi. C'est de la folie. Macron ne rate pas une occasion de parler à tort et à travers. Il est conscient, si vous voulez, de l'impopularité, de l'engagement français. Je reviens sur la visite avant, sur l'engagement français au Mali et la lassitude des Français de voir nos soldats mourir là-bas pour une mauvaise cause, alors que les Maliens, eux, continuent à affluer par bateau-taxi humanitaire ou par Zodiac entier sur les plages européennes. Donc il semblerait qu'il y ait une menace de coup d'État, et donc il menace, lui, de retirer les troupes françaises. Mais qui va demander des comptes à Hollande et à Macron pour les milliards dépensés en vain et nos morts inutiles? Il est bon de rappeler certaines choses et de traduire, parce que le Mali est un immense pays éthiquement très hétérogène, une dizaine d'ethnies racialement très différentes, qui se haïssent et se méprisent allègrement. Ce pays est très homogène, par contre, au niveau religion. Il est musulman à 95%. Il y a notamment les Malinké, qui sont dominateurs, belliqueux, très esclavagistes. On en avait parlé quand j'avais parlé de l'affaire Traoré, et voilà, c'est dont sont issus le clan Traoré, et même le meurtrier de Madame Halimi, la juive assassinée au cri d'Allah Akbar, était assassinée par un Traoré, hein, rien à voir avec la famille d'Assia Traoré, mais c'est un Traoré aussi, et c'est donc un Malien, un Malinké, qui avait l'avantage de fumer avant un joint, avant de tuer, donc du coup, il n'est pas passé par la case prison. Voilà. Bon, pour faire simple, les factions musulmanes qui se succèdent au pouvoir se succèdent. Voilà. Hein. Il y a une ethnie majoritaire Bambara, ils se disputent le pouvoir convoité par d'autres musulmans qui sont parfois un peu moins basanés, d'autres provinces, et voilà. Certaines tribus sont plus rigoristes, il y a les Peuls, il y a les Touaregs au nord-est, voilà. Et des gens qui sont plus pour encore plus de charia et vraiment une république islamiste, voilà. Donc, les détenteurs musulmans qui sont au pouvoir n'en ont rien à foutre de lutter contre le terrorisme islamiste, et pour cause, ils sont tous musulmans. Certes, il y a terrorisme au Mali,
mais intra-musulmans et interethniques pour des raisons purement politiques et non pas religieuses. C'est même plus du terrorisme islamique. En clair, un gouvernement musulman de faction tribale fait financer et détruire par notre sang versé son maintien au pouvoir en instrumentalisant l'armée française contre ses rivaux politiques et ethniques. Mais pas religieux. Ils sont tous musulmans. Voilà. Donc, leurs hommes, les militaires maliens, sont peu pressés d'aller se battre dans le nord contre leurs frères musulmans. Donc, les colonels maliens qui sont au pouvoir laissent l'armée française faire le boulot et passent leur temps entre deux daiquiris ou deux moritos au bar du Sofitel de Bamako à faire des coups d'État, et puis en disant les Français, eux, ils nous maintiennent en sécurité pour pas que les factions tribales puissent descendre et prendre le pouvoir. Voilà. Eh ben oui. Mais quel gouvernement est-il assez bête pour se faire arnaquer, se faire baiser de la sorte par une bande d'Africains cultivateurs, éleveurs, illettrés à 60% qui vivent encore au Moyen-Âge et qu'on ne sert pas encore une fois le prétexte de menaces sur l'uranium du Niger voisin, car si ces menaces existent, c'est là-bas qu'il faut envoyer l'armée pour sécuriser les mines et l'exportation, mais pas au Mali. C'est un peu des faux prétextes. C'est François Hollande, Mimolette, qui le premier s'est fait arnaquer sur la marchandise et vendre cette arnaque de soi-disant terrorisme islamique au Mali, avec en sous-entendu une menace terroriste sur notre sol. Pourtant, pas un seul des terroristes ayant frappé en France n'est malien. Et pourtant, il y en a peut-être 100 000 de Maliens. Voilà. Mais on a mis le petit doigt dans l'engrenage et Macron continue et accélère. Voilà. Et puis, si vous voulez, le fait de dire oui, j'envoie l'armée, on va casser du barbu, c'est bon pour sa cote, ça le périlise un peu. Voilà. On a assez de problèmes avec les islamistes, là ça fait plaisir, on envoie des troupes, des avions, voilà. Et puis maintenant, il s'aperçoit que ça pose quand même un peu de problème, alors il se dit tiens, comme il y a de nouveaux coups d'État et que ça barde un peu au Mali, il se dit je vais saisir le coup d'État comme prétexte pour un désengagement en douce, voilà, mais en même temps, il propose un plan Marshall pour l'Afrique, de donner des sous, voilà, et en demandant aux autres pays occidentaux de payer, de cracher et encore, toujours et encore au bassinet africain. Mais les contribuables en français en ont marre de se faire racketter par des flots incessants de migrants qui s'incrustent et exigent toujours plus et nous coûtent des centaines de milliards si on inclut le coût social des nouvelles générations de squatteurs arabes et africains nés en France. Ça nous coûte des milliards d'essayer d'intégrer ces personnes, de les soigner avec l'aide médicale d'État, etc., etc. Mais, en même temps, c'est le cas de le dire, en même temps, on nous rend coupables. Macron agite notre complicité supposée avec la situation africaine, on est dans la repentance, et on nous fait croire qu'il faut encore donner plus d'argent, sinon on va avoir un tsunami migratoire. Donc, comme avec Erdogan, il avoue son choix politique de l'impuissance totale à endiguer la pression migratoire, qu'il utilise même comme une arme de chantage pour faire payer encore plus les Français. Il faut leur donner des sous là-bas en Afrique, sinon il y en a encore plus qui vont venir. Oui, c'est quand même lâche. Voilà. Donc, Macron met en garde contre un échec d'une politique de développement en Afrique. Il écrit, je le dis avec lucidité, on est complice de l'échec de l'Afrique, on aura des comptes à rendre, mais on le payera cher aussi, notamment sur le plan migratoire. Voilà. Et puis même, je rappelle qu'on a déjà donné 5 milliards au Soudan. On efface 5 milliards. Voilà. Ces 5 milliards seraient peut-être bien utiles pour effacer l'endettement des ménages les plus modestes pour l'achat d'un logement, ce qui relancerait la consommation. Mais c'est impossible, car contrairement à la dette que le Soudan ne remboursera jamais, nous, le argent, il faudra qu'on le rembourse, car nos caisses sont vides. Et c'est très bizarre, j'ai l'impression que la France serait le pays le plus masochiste et stupide au monde. Très, très, très interpellant tout ça. On est vraiment des guignols. Alors, je voudrais terminer quand même et rester sur une Malienne très connue.
Dans la guerre idéologique que se livrent les nationalistes et les mondialistes, tous les coups sont permis. Les Américains saisissent une occasion de traîner la France dans la boue, le premier pays qui a aboli pourtant l'esclavage, le pays colonisateur le plus modéré dans ses conquêtes et le plus généreux et tolérant avec les immigrés et autres migrants issus de ses anciennes colonies, parce que tout le monde arrive et tout le monde a droit à des choses, hein, à de l'argent, à des pensions. Les Américains feraient bien de balayer devant leurs portes l'Amérique latine, l'Asie, l'Afrique, et ôter la poutre qu'ils ont dans l'œil plutôt que la paille dans la France. Eh bien, figurez-vous que la Fondation Obama invite Assa Traoré pour construire des ponts dans la lutte contre le racisme. Voilà. Hein. Donc cette personne musulmane, hein, qui est relativement traître à la France, sa patrie d'adoption, eh ben, elle ne s'est pas fait prier pour déverser des seaux de merde sur la France, le pays qui a tout donné à sa tribu, dont les soldats sont morts pour soi-disant protéger son pays de l'islamisme. Voilà. Hein. Donc elle mériterait d'être hélico expédiée vers son village d'origine, où elle serait peut-être voilée d'ailleurs, mise au travail au champ, peut-être vendue à un riche paysan qui lui ferait des enfants chaque année. Voilà. Peut-être plaisanterie, hein. Mais voyez... gros problème, tous ces gens sont venus, bon, c'est très bien, certains ont travaillé, rien à dire, mais ils sont venus parce qu'ils n'avaient rien à bouffer chez eux. Ils ont tout eu en France, je le répète, ils ont eu droit à des aides, moi j'ai vu des familles entières ont pu manger, aller à l'école, être soignées grâce aux aides de la France, et maintenant, ils nous crachent à la gueule. Vous voyez, c'est ça que je n'admets pas. Voilà. Je vais vous laisser. Et puis, je vous dis à très bientôt. En tous les cas, je vous demande de vous abonner et de partager cette vidéo. Voilà. Mais pour vous dire, vous voyez, les accords internationaux, etc., c'est beaucoup de pipeau. Et si on regarde au fond des choses, eh ben, on se fait bien arnaquer. Voilà. Sur ce, je vous salue, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois. Allez, partagez. Merci. Au revoir.